Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette conférence organisée par l'IRIS. Aujourd'hui, elle va durer jusqu'à 19h30. L'idée est pour nous d'échanger autour de la thématique du sport au féminin et de s'interroger aussi sur les différents événements qui ont pu se dérouler au cours des précédents mois et s'interroger également sur quelles sont les leçons à tirer de cette période. Je remercie tout d'abord mes trois intervenants qui sont présents avec nous ce soir. Béatrice Barbus, maître de conférence au sein de l'Université Paris-Est Créteil, mais également, et non des moindres, secrétaire générale de la Fédération française de handball. Merci à vous d'être présente avec nous. Laura Di Musio, qui est consultante France Télévisions et cofondatrice de l'agence LJA Sport, de laquelle on parlera, je pense, aussi largement. Merci à vous d'être avec nous. Et enfin, Cyril Rougier, qui est chargé d'études économiques au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, et qui aura pour une tâche de nous éclairer d'un point de vue économique, mais également sociologique sur cet élément-là. Mes remerciements également, et non des moindres, pour Delphine Lecombe et Nathalie Moreau, ainsi qu'Estelle Bourdon, qui ont pu permettre d'organiser cette conférence. Une rapide introduction pour vous expliquer un peu comment cette conférence va se dérouler. L'idée étant que vous puissiez poser le maximum de questions possibles. On va, entre les différents participants, échanger pendant 3/4 d'heure, 1 heure. L'idée étant de vraiment réserver la dernière demi-heure aux différentes questions que vous auriez pu avoir, à la fois sur ce qu'ont pu dire les différents intervenants, mais également sur des questions que l'on n'aurait pas abordées, puisque ce thème est ô combien vaste. Peut-être pour recontextualiser un peu, le point de départ de cette conférence est évidemment lié à mes travaux et à nos travaux au sein de l'IRIS sur le sport et la géopolitique du sport, et depuis quelques années sur les questions de féminisation. La question de l'impact de la Covid-19 sur le sport est essentielle, et on a vu se multiplier des séminaires, des conférences, des articles sur ces impacts-là. En revanche, concernant la question de la féminisation ou du sport au féminin, force a été de constater qu'il y avait une absence totale, quasi totale, voire totale, d'informations sur des compétitions, sur la communication de fédération. Et donc, j'ai eu une vraie volonté de venir essayer de quantifier cette visibilité, cette médiatisation. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai réalisé le petit document que vous trouverez dans vos documents à partager, que vous pouvez évidemment télécharger, et qui met notamment en avant la très faible médiatisation du sport au féminin, notamment dans le journal papier L'Équipe, qui, en l'espace de 3 mois, a publié une quarantaine d'articles sur à peu près 2000 articles publiés. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de se poser la question de savoir ce que ce sport au féminin va devenir. On est très largement dans une réflexion qui concerne le monde d'après, voire le sport d'après, et le sport au féminin ne semblerait pas forcément y avoir une place toute définie. Donc l'idée, c'est aussi pour nous de faire deux choses. D'une part, de tirer un constat de ce qui s'est passé pendant ces 3 derniers mois, ces 4 derniers mois, mais également essayer de se projeter, puisque l'objectif ici, c'est aussi ce que je demanderai à mes intervenants, ça va être vraiment de réfléchir sur des solutions en cours à développer, pour pas simplement faire un constat, mais plutôt être force de proposition, réfléchir collectivement, chacun avec ses spécificités différentes, avec ses sports différents, et de façon surtout transversale. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir auprès de nos intervenants. Je commencerai sans doute cette conférence avec une question générale. La situation à l'échelle internationale du sport au féminin, qu'il s'agisse du sport pour tous ou du sport professionnel, a été décrite par certains comme très inquiétante. Il y a eu peu d'informations, des rapports qui ont été publiés qui n'étaient pas vraiment rassurants, notamment par exemple, pour citer le rapport de FIFPro, certains sponsors qui se sont retirés de compétition. On peut penser à Tyrrell, qui s'est retiré de la Champions de rugby en Angleterre. L'UCI, pareil, qui a publié un calendrier sans forcément faire apparaître les compétitions féminines. Mais dans un même temps, il y a eu quelques bonnes nouvelles que l'on a pu voir avec une voix des sportifs de plus en plus forte, des contrats de sponsoring signés, on peut penser évidemment à Ada et Gerberg, ou différentes fédérations nationales ou internationales qui ont réaffirmé leur volonté de ne pas laisser
ces clubs, amateurs comme professionnels, dépérir et qui ont confirmé leur engagement. Du coup, ma question sera simple ou pas à mes 3 intervenants. Quel bilan est-ce que vous tirez de cette période dans vos sports respectifs? Donc, pour Laura Dumuzio, le rugby, et pour Béatrice Barbus, le handball. Mais plus largement, quel est un peu le bilan général de cette période pour le sport au féminin? Béatrice, si vous voulez commencer. Pas de souci. Écoutez, moi j'ai un bilan mitigé, un petit peu comme vous, Carole, que vous venez de faire, un bilan mitigé parce qu'en effet j'ai pu constater comme vous qu'on a peu parlé du sport au féminin durant ces mois de confinement dans les médias en premier lieu. Sur les réseaux sociaux, ce sont toujours les mêmes qui en parlaient. Donc ça n'est pas bon puisque ça ne permet pas justement de montrer ou de faire savoir ce qui se fait dans le sport qui est pratiqué par les femmes. Et puis d'un autre côté, vous l'avez dit, j'ai aussi constaté que de plus en plus de voix féminines, notamment de sportives, s'élevaient. Elles osaient de plus en plus se soutenir d'abord, et également dénoncer parfois quand il le faut. Je pense, et là je ne parle pas seulement des sportifs, je parle des femmes de sport en général, hein, donc ça peut être une dirigeante. Je pense par exemple, durant ce confinement, à ces femmes journalistes qui ont dénoncé le sexisme dont elles ont pu être victimes au sein de leurs rédactions sportives respectives, il y a déjà quelques années, mais c'est une réalité qu'elles ont vécue et qui d'ailleurs pour la plupart les ont amenées à quitter ce milieu. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous interroge. On se demande pourquoi les femmes n'osent pas aller dans un milieu qui est dominé par les hommes. Ben là on a la réponse. C'est qui aimerait être dans un environnement qui n'est pas favorable à sa présence? Ben on s'en va. Soit on reste parce qu'on a le caractère, mais on souffre forcément et on en pâtit au bout d'un moment. Soit et on s'entoure, soit on abandonne. Et là, c'est ce qui s'est passé en l'occurrence pour ces femmes journalistes. Mais je vois des sportifs qui commencent donc, des femmes de sport qui commencent à revendiquer un peu plus de choses. Donc tout ça me laisse sur un bilan un petit peu mitigé. J'ai envie de dire que par rapport à avant, ce confinement n'a pas marqué une rupture, c'est dans la continuité. Avant, on n'en parlait pas beaucoup, on n'en parle pas plus, on n'en a pas parlé beaucoup plus. Mais en même temps, ça a permis peut-être à des sportifs, j'allais dire, qui peut-être n'avaient pas que ça à faire, attention, mais qui, parce qu'elles étaient confinées, avaient peut-être plus le temps de pouvoir revendiquer un certain nombre de choses, de se poser des questions, et ça a été le cas pour avoir discuté avec certaines d'entre elles, de se poser des questions, de s'interroger sur des choses qu'elles n'avaient pas le temps de faire avant. Merci. Et d'un point de vue du handball, comment est-ce que vous avez vu les choses? Comment est-ce que le monde du handball a réagi à cette situation? Alors, au niveau international comme national? Alors, là, il faut différencier, parce que les positionnements ne sont pas du tout les mêmes. Au niveau national, il est très clair que nous, au niveau de la fédération, nous avons traité la question du handball féminin comme celle du handball masculin, ni plus ni moins. À chaque fois qu'on avait un bureau directeur, c'est-à-dire toutes les semaines, voire toutes les 2-3 jours, quand l'urgence le nécessitait, on abordait à la fois le masculin et le féminin sans vraiment les différencier. Même si on les différenciait de par leur singularité, parce que chez les filles, il y a moins d'équipes, chez les garçons, il y en a plus. Donc, l'organisation des championnats et des compétitions, bien évidemment, n'est pas la même. Au niveau international et européen, là, différent. Donc là, on a vu très clairement que, déjà, il tardait, même pour les garçons. Alors, imaginez-vous que pour les filles, ça tarde encore un peu plus. Donc là, nous, au niveau du handball, on a tout à faire au niveau européen et au niveau international. Très clairement, il y a tout à faire. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a un an, ils nous ont demandé un référent au niveau européen. Ils nous ont demandé un référent pour traiter des questions justement inhérentes au handball féminin. Et ils se sont réveillés, donc on leur a donné le nom d'un référent à contacter. Ben voilà, un an après seulement, il y a eu un webinaire pendant le confinement. Il a fallu le confinement pour que peut-être certains apprennent à se servir de ces nouvelles technologies et rassembler donc les gens du pays européen. Donc quelque chose commence à s'enclencher au niveau européen, mais on est très très loin de ce qui se passe par exemple au football au niveau international. Il n'y a pas cette prise en compte comme. Merci beaucoup. Laura Dumuzio, à la fois avec votre casquette de sportive, mais également d'observatrice du sport, compte tenu de votre rôle de consultante à France Télévisions, quel est un peu votre bilan de cette période, et aussi avec un focus évidemment évident sur le rugby?
Alors, merci Carole. Je rejoins ce que vient de nous expliquer Béatrice, je trouve, sur la continuité de ce qui s'est passé avec le confinement. On parlait déjà assez peu du sport féminin, du sport au féminin avant, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux. Évidemment, sur les réseaux sociaux propres, assez intimistes, des joueuses ou des petits microcosmes dans les sports respectifs, on en parle, c'est la façon dont on existe. Mais sinon, de manière générale, c'était quand même assez minimaliste. Et donc, on est dans cette continuité là maintenant avec le confinement. Moi, je ne suis pas étonnée du résultat de vos recherches sur le fait qu'on ait uniquement 2,4% des articles dans l'équipe qui parlent des problématiques sur le féminin. Donc, par rapport à ça, en effet, on est dans la continuité. C'est bien malheureux, mais je ne suis pas du tout étonnée. En revanche, sur un sport qui est comme le mien, le rugby, et peut-être d'autres sports féminins qui se pratiquent à haut niveau, mais qui restent pour 95% des pratiquantes du sport amateur, je pense qu'on a un vrai manque à gagner et un vrai coup d'arrêt, en sachant que la moitié des compétitions qui sont télévisées normalement ne l'ont plus été. Le tournoi destination féminin est normalement télévisé par France 4 et France 2. Et là, on a donc deux des gros matchs, le France-Irlande et le France-Écosse, qui n'ont pas été diffusés. Il faut savoir que pour l'équipe de France féminine, qui est un peu la locomotive du rugby au féminin et pour les clubs, c'est un gros manque de visibilité. Ça fait quelques années que France Télévisions avait fait le pari du rugby au féminin après avoir quand même hésité longuement. On était sur des audiences à plusieurs millions de téléspectateurs pour les gros matchs, comme on a pu le voir sur des gros matchs de hand, de basket ou de football auparavant. Là, le rugby, ça y est, avait pris le train pour les filles. Et donc, c'est un vrai manque à gagner parce que petit à petit, on était en train de se construire une certaine notoriété autour de cette équipe féminine qui fonctionnait bien. Et là, on n'a plus cette partie-là. Et par rapport au championnat, bon, c'est encore plus catastrophique parce que dans le monde du rugby au féminin, on a un championnat élite, donc qui est amateur, qui s'appelle l'élite 1. Et uniquement les phases de demi-finale et de finale sont diffusées par France Télévisions. On a quelques matchs sur la saison, parfois sur Eurosport 2, mais sinon, sur le grand public, c'est la finale et la demi-finale. Et là, tout a été arrêté, et donc on n'a plus aucun focus sur les clubs. On en a déjà très peu au départ, et ça, c'est un vrai manque à gagner aussi au niveau plus local pour les clubs qui bénéficient souvent de cette visibilité et qui est un véritable atout pour aller plaider leur cause au niveau notamment des sponsors. Parce que c'est intéressant pour un sponsor qui veut investir peut-être moins d'argent et de manière peut-être plus facile dans un sport féminin, dans un sport pratiqué au féminin comme le rugby, d'expliquer qu'il va avoir 80 minutes de visibilité pleine sur France Télévisions, sur France 4, parce qu'il va se tourner vers le Stade Toulousain féminin avec un billet d'entrée plus abordable que sur le masculin. Et donc là-dessus, on est complètement arrêté. Et donc forcément, ça a des retombées d'un point de vue financier sur les clubs, mais aussi sur la notoriété et sur la visibilité que pouvait avoir ce sport auprès peut-être des petites filles, des parents qui hésitaient et de toutes ces personnes qui commençaient à s'identifier. C'est vrai qu'on a quelques icônes qui commençaient à émerger, les Safi Ndiaye, les Marjorie Mayence, les Sœurs Ménager, toutes ces joueuses qui devenaient un petit peu, malgré elles, grâce à la médiatisation, des ambassadrices. Là, elles sont retombées dans l'anonymat plus classique du sport amateur, même au plus haut niveau. Et c'est là-dessus, je pense surtout que c'est dommageable, parce que clairement, on n'aurait pas eu plus d'articles ou de visibilité que l'année dernière sur notre sport, mais là, on en a surtout encore moins. Et ces compétitions qui sont le tournoi destination et la finale du championnat, elles permettent vraiment, c'est les deux moments qui exposent notre sport au grand public et qui peut entraîner des externalités positives en fait. Et on se demande ce que ça va donner par la suite, en sachant très bien que sûrement les tournées d'automne sur le féminin comme sur le masculin vont être reportées. On ne sait pas trop ce qui va se passer sur le report du tournoi destination. Nous, moi je suis de Lille, donc notre club à Villeneuve-d'Ascq devait organiser le France-Irlande. On devait accueillir le France-Irlande le 15 mars, avec normalement, on espérait une affluence d'une dizaine de milliers de spectateurs dans le stade, ce qui est énorme pour nous. C'est les records d'affluence, on n'a jamais ça. Moi, quand je joue en élite 1, quand il y a 500 personnes, avec la moitié des invités, c'est la fête. Donc, si on avait 10 000 au stade, on peut faire un petit peu de promo pour le sport, le rugby au féminin dans le Nord, c'est encore mieux. Là, ce sont toutes cette espèce de petites cascades d'enchaînement malheureusement négatifs qui vont être dommageables, je pense, quand on fera le bilan du confinement.
Et j'espère qu'on ne va pas se laisser abattre par cette période-là de 6 mois qui a été un peu difficile. Et il va falloir vite reprendre le train en marche si on ne veut pas perdre le bénéfice des dernières années où on avait capitalisé sur le succès et la montée en puissance des différents sports pratiqués au féminin. Pour le coup, alors il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais vouloir rebondir par ailleurs, mais je vais peut-être laisser la parole à Cyril Rougier. Vous êtes chargé d'études économiques au CDES de Limoges. Même question que pour vos deux camarades. Quel bilan tirer de cette période, peut-être en ayant un point de vue à la fois plus économique, mais également peut-être plus général, en se détachant des deux sports qui ont été présentés jusqu'à présent. Okay. Alors effectivement, je vais essayer d'aborder ces questions-là, sachant que je partage pas mal des points de vue qui ont été exprimés déjà sur la continuité entre l'avant et l'après, et puis peut-être évoquer en 2 mots aussi le sport de masse, qu'on a peut-être un peu moins évoqué pour le moment, en tout cas. Mais pour commencer, je pense que ce qu'a très bien montré effectivement votre article sur la médiatisation ou la non-médiatisation du sport féminin, c'est précisément cette place qu'on a du mal en fait à évaluer en tant qu'observateur ou comme analyste. C'est-à-dire que par moment on se dit ah ça y est, le sport au féminin là ça a décollé, tout le monde en parle, il y a un engouement incroyable. Et puis à d'autres moments on se dit mais en fait tout le monde s'en fout ou ne prend pas vraiment ça au sérieux. Et quelque part on s'est retrouvé un peu là-dedans avec effectivement des semaines et des semaines qui se sont écoulées sans qu'on en parle. Et à mon avis, d'un point de vue du modèle économique aussi, ce qui est révélateur, c'est justement que c'était un signal du fait qu'à court terme, les gens ne voyaient pas l'urgence. Parce que sur le modèle économique des clubs de sport collectif, je vais surtout m'exprimer là-dessus, effectivement, les incidences sur la billetterie des matchs de championnat pour les clubs, c'était pas, ça n'a pas les mêmes conséquences que si vous remplissez pas un stade de 40 000, voilà. La billetterie, sur les droits télé, on sait qu'il n'y avait pas forcément les mêmes conséquences immédiates. En tout cas, voir que certaines chaînes, en fait, ont fait entendre une musique un petit peu disant aider les sports, en gros, qui sont pas le foot masculin. On peut le faire, mais sur le foot, on sera intransigeant parce que les enjeux sont pas les mêmes non plus. Et du coup, ça renvoyait un peu à cette image-là aussi de discipline davantage dominée dans ce champ sportif professionnel. Et avec du temps des acteurs pour du temps qu'ont mis les acteurs pour réagir et les actrices à cette situation qui était évidemment peut-être moins immédiatement grave entre guillemets, mais qui en fait sur le moyen terme et le long terme vont avoir des conséquences, vous le disiez, parce que les sponsors peuvent éventuellement s'interroger sur le fait de continuer ou pas. Ça peut casser effectivement des dynamiques dans le suivi de ces sportives. Et puis derrière, je trouve que ce que ça a mis en évidence et c'est une vraie fragilité sur le fait de dépendre un peu de décisions politiques. Alors aux échelles des fédérations, je pense qu'il y a quand même des pas qui ont été franchis ces dernières années qu'on peut être relativement rassuré, mais au niveau des clubs professionnels, je pense qu'il y a des vraies inquiétudes à avoir, notamment dans les disciplines où il y a eu des rapprochements entre les clubs professionnels masculins qui ont développé des sections féminines et où là, on sent que ça peut, que c'est un peu au bon vouloir des dirigeants de continuer à investir là-dessus plus qu'ailleurs. Donc voilà, je veux pas trop m'étendre, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Le deuxième point, peut-être sur le sport de masse entre guillemets. Ce qui est à mon avis intéressant ici, c'est que on a vu aussi l'accélération de certaines pratiques dont on dit qu'elles sont de plus en plus fortes, de pratiques très individuelles avec la dimension numérique, etc., qui se sont développées pendant le confinement par la force des choses aussi. Et je pense qu'il faudra être vigilant sur cet aspect-là, sur le fait de dire aussi ça permet à des gens et notamment à des femmes de pratiquer le sport, évidemment que ça peut être positif. Mais attention à pas en faire une lecture non plus qui voudrait dire finalement la pratique sportive, c'est bon, on peut se faire dans la sphère domestique, voilà, et on sait les conséquences en gros que ça peut avoir pour les femmes quand on connaît les moyennes générales sur la répartition des tâches domestiques, par exemple. On peut se dire c'est pas forcément un signal très positif de se dire on est sauvé grâce à la féminisation par les applications quoi entre guillemets. Donc voilà, donc je pense qu'il y aura là aussi des enjeux de convergence avec le mouvement sportif, avec les associations, avec toutes les formes d'offres sportives pour que la féminisation qui
s'observe, mais là aussi, des fois, on est plus ou moins enthousiaste, puisse se renforcer. Alors, moi, je voudrais juste rajouter par rapport à ce que vient de dire Cyril, si je peux me permettre, sur la question, d'abord sur les sports professionnels, enfin professionnels en tout cas, oui, professionnels on va dire. Nous, au handball, la question de la billetterie, elle peut être importante, hein. Par exemple, des clubs comme Metz ou comme Brest, chez nous, ça peut représenter 15, jusqu'à 15, voire 20%, se rapprocher 20% maintenant du budget. C'est pas anodin. Or, ces deux clubs que je viens de citer, ils étaient encore qualifiés pour le Final Four, hein, ils le sont d'ailleurs, de la Ligue des Champions, qui aura lieu très certainement, on ne sait pas trop encore, fin début septembre ou peut-être un peu plus tard. Mais du coup, ça quand même bouscule la question budgétaire de certains clubs, hein, toutes ces questions-là. Je voudrais d'ailleurs vous donner une petite anecdote à ce propos parce que c'est révélateur. Je pense qu'on arrivera à se sortir de cela sans trop perdre si on joue collectif. Je vous donne juste cet exemple. Quand on a arrêté le championnat de France de la Ligue féminine de handball, donc professionnelle, au moment de l'arrêt du championnat, là, pendant le confinement, il y avait deux premiers, Metz et Brest. Et on a décidé de ne pas faire de premier. Voilà, les deux étaient ex-aequo et ils sont restés ex-aequo. Seulement pour la qualification en Ligue des Champions, il faut qu'il y ait un premier. Parce que le deuxième a une wildcard éventuellement, mais le premier est qualifié automatiquement. Donc, c'est engagé une discussion voilà, entre les clubs professionnels de handball. Et moi, je n'y étais pas, hein, on m'a rapporté. Et le club de Brest a compris, a vu que la billetterie était un élément fondamental dans le budget de Metz, qui est quand même une locomotive, hein, qui est, on peut dire, l'équivalent presque du PSG en football. Et Brest a dit, si effectivement vous ne faites pas la Ligue des Champions l'année prochaine, vous mettez peut-être en péril le club, hein, c'était le propos du président de Metz, et Brest a dit, on vous laisse premier, c'est vous qui serez qualifiés automatiquement pour la Ligue des Champions et nous, on va déposer un dossier pour avoir la wildcard. Bien sûr, nous, on sera solidaires pour essayer de faire en sorte que l'équipe de Brest soit aussi qualifiée. Donc, tout ça pour vous dire, vous voyez que la solidarité peut quand même jouer en faveur du collectif. Et c'est bon, on n'est pas, je vois Cyril qui fait un peu la moue, on n'est pas au football, les enjeux effectivement financiers ne sont pas aussi importants que dans le football. Je ne suis pas sûr que l'entente eût été aussi parfaite si les enjeux financiers étaient plus importants, bien évidemment. Mais voilà, pour dire, sur le sport de masse, alors là aussi, bien entendu mais on n'en avait pas tellement besoin au sport, enfin c'est même pas du sport, à l'activité physique et sportive. Avec le confinement, encore plus nombreuses elles sont venues effectivement via le sport à domicile, effectivement les visios, tout le monde a fait preuve d'originalité, a su créer plein de choses. Mais ça c'est pas du sport, hein, ça c'est de l'activité physique et sportive. Si c'est rentrer dans l'activité physique et sportive peut amener les femmes à aller un peu plus loin et à prendre une licence dans un club pour éventuellement faire de la compétition, pourquoi pas? Parce que je ne voudrais pas qu'on laisse penser aussi que pour attirer des femmes dans le sport, la meilleure solution, c'est le sport santé, voilà, l'activité physique et sportive de santé. Les femmes peuvent être aussi attirées par la compétition et on voit bien, hein, quand on en fait, on est ravis, on a envie de continuer et d'ailleurs, bien souvent, on monte de niveau sans s'en rendre compte parce qu'on suit des copines et puis on va là où ça nous emmène. Voilà, je voulais juste faire ces deux petites précisions, mais tout ça pour dire aussi que la situation est effectivement, comme vient de le dire Cyril, extrêmement complexe. La situation du rugby n'a rien à voir avec la situation du handball. D'ailleurs, les internationales, vous, au rugby, elles sont salariées pour la plupart de la Fédération française de handball, de rugby, pardon, ce qui est une exception dans le sport français, hein, féminin. Et ce qui est d'autant plus intéressant de noter toute la complexité de la chose, c'est qu'à la fois la situation entre le sport, qu'il s'agisse du sport de masse, du sport professionnel, du sport amateur, n'est pas la même. Il y a des vraies différences entre les sports au sein d'un même pays. Il y a des vraies différences entre les pays, ce qui rajoute encore une couche de complexité complètement différente. Je me permets juste de vous relayer quelques éléments qui sont précisés dans le chat, avec effectivement, notamment, ça rebondit sur ce que vous venez de dire tous les trois, avec un vrai impact dommageable de cette absence de retransmission, notamment pour le rugby, mais pas simplement. Il y a également l'impact négatif sur la formation et l'attrait des sports pour le futur qui est crucial, qui est ô combien crucial. Et donc, ça va aussi poser la question. Et je rebondirai sur ce que vous avez dit, Laura, tout à l'heure, avec la vraie nécessité de tirer des conclusions dans quelques semaines, dans quelques mois, pour savoir un peu quelle a été
la gravité de la crise et comment est-ce qu'on peut essayer de faire repartir ça. En ce moment, on a un peu un sentiment qui est mitigé et que vous avez tous les trois relayé. Il sera important de refaire un bilan dans quelques mois pour savoir de quelle gravité est cette crise, avec aussi d'autres messages qui tombent sur l'importance de la solidarité, mais également les retombées financières, sans oublier les retombées humaines, avec notamment l'importance que peut avoir la médiatisation pour la connaissance du sport, mais également la pratique pour les plus jeunes ou même les plus âgés. Je me permets justement de rebondir sur ce que vous venez de dire tous les trois, peut-être pour vous poser une autre question. Votre bilan, il est au final assez mitigé. Et du coup, quel regard est-ce que vous portez sur le soutien qui a pu être donné par les instances internationales, nationales, au sein des clubs également? On a vu là aussi qu'il y avait différents approches, certains qui n'ont pas hésité à considérer que la ligne féminine n'était qu'une variable d'ajustement et qu'il fallait, je cite, se concentrer sur l'essentiel, à savoir les hommes. D'autres, au contraire, ont réaffirmé l'importance, l'intérêt de développer une vraie stratégie auprès du public féminin, donc il s'agit d'une section amatrice comme d'un club pro ou semi-pro. Je voulais avoir un peu votre avis sur ce sujet, peut-être Cyril ou Laura, sur justement ce regard que vous portez sur le soutien. Alors ça peut être de toutes les institutions, aussi le soutien politique qui peut être aussi important et essentiel. Je vais y aller. Merci Cyril. Alors en fait, si d'abord je fais un petit focus sur mon sport, c'est vrai qu'en fait il y a eu deux sons de cloche qui étaient, enfin, je pense assez normaux. On a différencié la pratique professionnelle et amateur, en sachant que le championnat féminin est complètement amateur, au même titre que les divisions les plus basses chez les hommes. Où là, tout de suite, il y a eu le même discours pour les amateurs, ça se termine, il n'y a pas de phase finale, on déclare pas de champion pour cette année et on repartira la saison suivante, on fige. Et puis, les clubs arrêtent de jouer à la mi-mars. Nous, on avait un match le dimanche, on a été prévenus le mercredi, c'est fini, il n'y a plus de championnat, tout s'arrête. Après, il y a eu de grandes discussions sur quid de la partie professionnelle chez les garçons, sur le top 14, sur la Pro D2. Est-ce qu'on attend? D'ailleurs, on a attendu, on a un peu tergiversé pour voir comment ça allait pouvoir peut-être reprendre. Donc, il y a vraiment eu ces deux traitements, mais nous, on n'a pas été forcément surprise, ni on ne s'est pas senti lésés, puisque n'étant pas professionnel, n'étant pas un championnat professionnel, on ne s'attendait pas à être traité comme le championnat du top 14, qui lui est professionnel. Même si on aurait bien voulu avoir une meilleure considération sur la question, mais on savait d'emblée qu'on serait traité comme tous les amateurs de France d'un point de vue rugby. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas surpris et je pense que la Fédé a traité la question sur ces deux points de vue, amateurs et professionnels. Après, si je prends un peu de recul et de hauteur sur la façon dont, de manière générale, la question a été traitée, c'est vrai que moi j'ai été assez choquée par la considération, plutôt le manque de considération que pouvaient avoir les championnats féminins au regard des championnats masculins, qui certes ont peut-être des enjeux financiers qui sont plus importants, mais si on se base juste sur le sport qui est pratiqué, le football reste du football, que ce soit une équipe féminine ou masculine qui va jouer son championnat. Et je trouve ça vraiment, en termes de message qui est envoyé, que ce soit pour les sportifs, pour les spectateurs, pour les futurs pratiquants ou pratiquantes, je trouve que c'est assez négatif en fait, où on a cette discussion à se dire bon, on sait que les championnats féminins sont pas intéressants financièrement, pas d'ailleurs pas intéressants, on arrête tout, mais on continue à titiller, à réfléchir comment modifier les règles, comment pouvoir faire pour que par contre le championnat masculin puisse reprendre. Moi je trouve que c'est surtout le message qui est passé et qui dérange en fait. Sur la spécificité de notre sport, je comprends très bien que c'est beaucoup plus difficile de maintenir un championnat qui est amateur où les enjeux et les organisations sont complètement différentes, mais sur des similarités de championnat, notamment je pense au football, sur des sports individuels peut-être aussi, vraiment le discours en fait prouve que les mentalités, j'ai tendance à dire que les mentalités évoluaient assez rapidement et qu'on était sur la bonne voie, et en fait elles n'ont peut-être pas tant que ça évolué une fois qu'on est dans le dur. Quand tout va bien, c'est sympa, on avance main dans la main, on va trouver des solutions, on va fonctionner ensemble. Et là, dès qu'il y a un coup d'arrêt, dès qu'on se retrouve un petit peu dos au mur
et qu'on va être, c'est là où on devrait être le plus solidaire et le plus collectif, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure Béatrice, peut-être ensemble on a des meilleures solutions à trouver. D'un coup d'un seul, tout le monde rentre chez soi et puis on va chacun regarder son petit intérêt et où est-ce qu'il est le plus intéressant de continuer à investir parce qu'on aura de meilleures retombées. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage et je pense que c'était pas le meilleur message à passer et qu'au contraire, la recherche des solutions, en fait, plutôt que d'avoir une espèce de repli sur soi, ce serait de réfléchir à comment ce qui reste peut-être le sport locomotive dans peut-être des sections masculines, comment elles vont pouvoir avoir un impact positif sur le féminin plutôt que d'essayer de séparer et de se dire non, on va sauver ce qui peut être sauvé encore. Enfin, je pense qu'en faisant ça, on va droit dans le mur et qu'on va faire prendre côté féminin du sport plus de retard encore qu'il n'en avait déjà avant à la période. Point de vue parfait et engagé. Cyril, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce qui vient d'être dit et même à la question générale? Ouais, non, effectivement, il y a une fois de plus beaucoup de choses que je peux partager dans cette intervention. Après, je pense que effectivement, ce qui est bien ressorti dans ce moment-là, puisque je pense que les institutions, effectivement, alors je n'ai pas la connaissance détaillée, y compris dans chaque discipline, de voilà si la réaction était la bonne ou pas, mais je pense qu'il y a eu au moins le discours minimal qu'il y avait à tenir d'un point de vue politique, disons, pour être prudent. Voilà. Derrière, je pense qu'il y a vraiment une vigilance très forte qu'il va falloir avoir dans les prochains mois, parce qu'effectivement, les arbitrages, ils vont pas se faire là demain, dans les semaines qui viennent. Il y a des arbitrages qui se font, mais ça va être plus sur du moyen terme que l'inquiétude elle porte. Et effectivement, je pense que l'exemple, alors que je ne connaissais pas, Béatrice, que vous évoquiez des présidents qui arrivent à s'entendre, c'est quand même assez incroyable, ça devrait être connu, parce que pour le coup, effectivement, c'est ce qui a cruellement fait défaut du côté du sport masculin, pour le dire clairement, dans le foot évidemment de façon paroxystique, mais aussi peut-être dans d'autres disciplines à des degrés moindres, mais en tout cas, je pense que pour les acteurs et les actrices du sport au féminin, il y aura ce besoin de solidarité effectivement au sein d'une discipline, mais également entre disciplines, parce que je pense que les temps qui s'annoncent vont être quand même difficiles. Et je pense qu'effectivement, on peut avoir des clubs, y compris qui ont joué la carte un peu de la bonne volonté ou des acteurs qui ont accepté de sponsoriser, qui vont, soit parce qu'ils pourront plus le faire financièrement, soit parce qu'ils auront des choix à faire, qui peuvent faire ces choix au détriment du sport au féminin réellement. C'est déjà le cas. Il y a déjà des clubs ou des fédérations, donc c'était notre cas, il y a déjà des partenaires qui ont annoncé qu'ils diminueraient leur rapport par rapport à ce qui était prévu, et on peut le comprendre. On comprend bien que la priorité, c'est quand même l'emploi, de garder les emplois, un maximum d'emplois pour les gens. Moi, je voudrais juste revenir sur ton introduction, sur cette question, sur votre introduction, votre question, Carole. Vous avez dit, on revient à l'essentiel. Donc, cette phrase, elle est tirée bien évidemment de la bouche d'un monsieur qui est président d'un club de football. Et elle dit tout. Elle dit tout. Elle dit tout parce que j'ai bien lu l'interview, elle arrive à la fin. C'est beaucoup de choses. Moi, je suis un défenseur de la cause féminine. Cette équipe féminine, j'y crois et tout. Mais là, c'est vrai qu'on est dans une crise économique très forte, très importante. Donc, on en revient à l'essentiel. Voilà. Et l'essentiel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en effet, c'est le sport masculin. Et donc, le secondaire, l'inessentiel, c'est le sport féminin. Et comme le disait Laura, si on pensait que les mentalités, effectivement, avaient beaucoup évolué, cette seule phrase montre que l'on a encore du travail à faire, même chez ceux qui se disent défenseurs du sport féminin. Alors pour le coup, je suis entièrement d'accord avec vous et l'interview même mériterait d'être analysée et détaillée pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je me permets de réagir aux différentes questions qui me sont posées, notamment la question de Jean-Pierre Dolly qui précise et effectivement qui me fait remarquer que j'étais particulièrement imprécis sur ce que je vous ai dit au début. Si effectivement l'UCI avait publié un premier calendrier qui ne faisait pas forcément apparaître les compétitions féminines, en revanche, suite notamment à une lettre ouverte de la part d'un certain nombre de cyclistes qui ont pris la parole et qui se sont prononcés sur cet élément-là, l'UCI a tout de suite
après quelques semaines, quelques jours de réflexion, proposer un nouveau calendrier et surtout créer une nouvelle course, le Paris-Roubaix, qui est quand même pas la moindre des courses. Donc là aussi, ça montre à quel point s'il y a eu un oubli malheureux qui a été fait au début, il y a eu une espèce de réaction qui a été mise en place. Et à mon sens, ça me paraît être aussi quelque chose qui peut être particulièrement noté comme un élément de positif, on va dire, dans la façon de réagir. Je voudrais qu'on termine un peu ce débat sur les solutions, puisque là, on a tracé un constat un peu dur, mais réel, de la situation. La question sera toute simple pour vous trois. Quelles sont pour vous les priorités dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Laura, vous disiez qu'il y avait une vraie nécessité de continuer cet engagement, de continuer le combat, si vous me permettez l'expression. Béatrice, vous parliez d'un plan de relance et d'une vraie volonté politique qui devait être lancée. Cyril, on sait à quel point la question du modèle économique est aussi essentielle, notamment sur le sport professionnel tel qu'il entend, mais il y a plus largement un modèle plus général. Je voudrais vous laisser la parole sur ces éléments-là. Alors, la question est très large, mais comment est-ce que vous définiriez, si vous deviez donner des axes prioritaires de solutions pour justement conserver ce sport au féminin sur le devant de la scène? Je ne sais pas si un de vous trois veut prendre la parole. Moi, j'ai bien commencé. Il y en a au moins 2 ou 3 qui sont déjà dans les tuyaux. Il y a une chose pour faire avancer, et nous, ça nous concerne particulièrement le handball, et nous avons d'ailleurs été promoteurs de cette demande. Il y a une future loi sur le sport qui doit se préparer. Je ne sais pas quand elle passera l'Assemblée, en tout cas, elle est en préparation. Et dedans, on a demandé est-ce qu'il y a la possibilité, le droit, de créer 2 ligues professionnelles externes aux fédérations, puisque à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut en créer qu'une. Donc, nous, c'est notre cas, la Ligue nationale de handball. Et donc, si le championnat féminin veut son autonomie et devenir ce qu'il demande là en ce moment, veulent devenir une ligue autonome, soit ils rejoignent la LNH, soit il faut attendre la loi pour pouvoir en créer une. Donc ça, c'est extrêmement important parce que pour l'instant, ça bloque, disons-le, des disciplines comme la nôtre qui sont un peu plus avancées peut-être que d'autres. Nous, ça nous bloque. Là, très clairement, ça bloque le développement du handball d'un point de vue juridique. La deuxième chose qui est dans les tuyaux, c'est la application de la loi du 4 août 2014 sur la gouvernance des fédérations. Donc, je rappelle pour ceux qui l'ont oublié, quand une fédération a 25% ou moins de licenciés ES, elle doit avoir donc 40% de femmes au sein de son conseil d'administration fédéral, au niveau fédéral. Premièrement, toutes les fédérations n'ont pas encore appliqué cette loi, donc il serait bon que pour les élections qui arrivent là dans quelques mois, elles les appliquent. Et j'espère que si certaines ne les appliquent pas, il y aura sanction. De quelle façon, j'en sais rien, mais qu'il y aura sanction, j'espère. Et deuxièmement, donc là, c'est dans les tuyaux, et j'espère également que cette loi obligera les fédérations à mettre en place cette loi au niveau régional et départemental. Ce que nous avons fait, nous, au handball, il y a déjà maintenant 4 ans, et qui montre son efficacité, parce que du coup, on a vu apparaître des femmes qu'on n'avait jamais vues, forcément, qui se sont installées pendant 4 ans, qui ont commencé à comprendre comment les choses fonctionnaient, et on voit que il y en a plein d'entre elles qui souhaitent continuer et même aspirer à des responsabilités plus importantes. Donc voilà déjà des choses qui sont dans les tuyaux, mais être dans les tuyaux, ça ne veut pas dire appliquer. Donc ça, c'est ma première remarque. Alors qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. Moi, j'espère qu'on ira beaucoup plus loin. Par exemple, sur la question des subventions publiques. Moi, je souhaiterais, mais vraiment, ça n'a pas un rapport direct avec la loi sur le sport, là, pour le coup. Là, on est plus dans le droit public. Mais moi, je souhaiterais qu'il y ait l'obligation pour des villes de plus, par exemple, aujourd'hui, c'est le cas pour les villes de plus de 20 000 habitants. D'accord ? Elles sont obligées de présenter un rapport égalité homme-femme. Là. Mais dans les thématiques qui sont proposées, le sport n'y apparaît pas. C'est-à-dire qu'une collectivité aujourd'hui peut distribuer des subventions, elle ne sera jamais contrôlée d'une manière ou d'une autre sur la répartition entre les hommes et les femmes. Or, tant qu'on n'aura pas ces budgets dits genrés, on n'arrivera pas, et là je pense particulièrement au sport de masse, aux petits clubs qui, eux, à partir essentiellement de subventions publiques, on aura toujours des collectivités qui donneront des subventions à des équipes ou à des clubs masculins, alors que le club féminin évolue plus haut que le club masculin. Mais c'est le club masculin qui a plus d'argent malgré tout. Donc, cette dépréciation doit stopper
syncoper. Donc moi, je suis vraiment pour la mise en place de ce type de budget genré. Ça, il faut qu'on avance là-dessus. Enfin, je voudrais dire aussi que ça serait bien que, je ne sais pas comment, parce que là, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas économiste, mais qu'on mette en place un fonds d'investissement qui soit dédié exclusivement au sport féminin. Tout à l'heure, vous avez dit, Carole, oui, on a demandé s'il y a un plan de relance spécifique pour le sport féminin. On l'a demandé. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a déjà pas de plan de relance pour le sport. Alors, pour le sport féminin, voilà. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais que dans l'avenir, à moyen terme et à très long terme, on puisse construire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, moi, je ne suis pas encore une fois chef d'entreprise, je ne suis pas économiste, mais construire un fonds d'investissement, créer un fonds d'investissement qui pourrait être interdisciplinaire. Hein, j'entends bien. Quand je dis fonds d'investissement, c'est pour toutes les disciplines sportives. Je vous donne un exemple très concret. Ça fait des années que j'y pense, mais je ne sais pas le faire parce que ce n'est pas mon taf, ce n'est pas mon métier. Je vous donne un exemple concret. Quand on va voir un sponsor, c'est vrai que quand on y va, du point de vue du handball ou du rugby ou du foot, bon, on a un maillage territorial qui n'est pas au top. Si on y va à plusieurs disciplines, là, on a un maillage territorial qui est national, voire international, parce que dans toutes ces disciplines, il y a des clubs qui font la Ligue des champions ou des Coupes d'Europe. Et donc là, c'est plus facile à vendre. Là où on a du mal individuellement à aller chercher, je ne sais pas, un sponsor pour 100 000 €. Si à plusieurs, on y va et on en trouve un pour 1 million et qu'on se le partage, eh ben, on obtiendra plus que si on y va chacun dans nos coins. Moi, je milite vraiment pour mettre en place des dispositifs et des mesures et des solutions collectives et interdisciplinaires. Et aujourd'hui, hélas, je ne peux que constater que tout le monde joue un peu trop sur son terrain, alors soit un 40-20, soit je ne connais pas les tailles du basket ni du rugby, excusez-moi Laura, mais voilà, on joue tous individuels et je crois qu'on ne s'en sortira pas ou alors il faudra attendre 20-30 ans. Voilà, surtout que, dernière chose, le contexte est propice à cela. La question de l'égalité des hommes et des femmes est à l'agenda politique, il faut qu'on en profite. Et moi, je dis à toutes les femmes de sport, à tous les hommes qui militent pour que le sport, que les femmes aient plus de place dans le sport, soyons féministes, n'ayez pas honte, n'ayons pas honte. C'est là qu'il va falloir être vraiment féministe et revendiquer des choses auxquelles on a droit. C'est du droit, tout simplement. J'ajouterai en plus sur ce que vous venez de dire, Béatrice, et c'est effectivement à l'agenda politique, non seulement national, mais également international, avec un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées. Par exemple, on peut penser à l'UNESCO, on peut penser à UN Women, qui sont actives sur ces questions-là et qui ont bien compris que le sport pouvait être un levier intéressant, pertinent à utiliser. Je rends la parole tout de suite à soit Laura, soit Cyril, justement sur un peu, vous, vos priorités, quelles seraient-elles ? Laura, je désigne arbitrairement. Alors, je vais rebondir parce que ce que vient d'évoquer Béatrice me semble vraiment super intéressant. Allô ? Oui. Alors oui, c'est parce qu'on est quand même avec un point de vue un peu macro et je pense en effet aller d'abord sur le point de vue des instances dirigeantes et intéresser des femmes sportives, anciennes sportives ou non d'ailleurs, à aussi pouvoir prendre la parole, expliquer, militer, simplement ne serait-ce que déjà pour faire appliquer les droits. C'est déjà une piste sur laquelle je pense on travaillait avant le confinement, mais en termes de priorité, je pense qu'il faut aussi réfléchir à l'urgence. Qui est, si on veut sauver le sport au féminin à l'avenir, il faut d'abord penser aux sportives. C'est très concret, c'est très pragmatique, mais il faut se rendre compte en fait de la situation dans laquelle sont certaines sportives à l'heure actuelle, qui dépendent parfois de l'accompagnement du club, d'une prime pour le loyer ou pour aider à vivre sur l'année, et qui sont privées de ça et qui se retrouvent dans une situation en train de se dire bon bah voilà. Est-ce que j'arrête de jouer pour prendre un petit boulot, pour suivre mes études, pour assurer mon diplôme? Parce que là, en fait, je suis face à un choix que je suis obligée de faire parce que financièrement, j'ai plus le club, ou j'ai plus de solution, j'ai plus l'équipe nationale parce que tout est arrêté. C'est les réalités que moi, je vis d'autant plus dans le rugby. Il y a très peu de joueuses, elles sont qu'une trentaine à être licenciées à la Fédé et avoir un contrat fédéral qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Sinon, toutes les filles de mon club, elles s'entraînent tous les soirs. Lundi au vendredi, on est au stade. Et la journée, on bosse. Donc, il faut pouvoir concilier. Et à un moment donné, quand ça devient trop compliqué, ce qui saute, c'est le sport. Et encore plus pour certains sports où il y a très très peu de dispositifs avec le statut sportif de haut niveau sur les listes ministérielles qui permet des aménagements, qui permet des facilitations pour les emplois du temps, les étudiantes. On se retrouve souvent dans cette situation.
Et moi, je le vis encore plus au quotidien parce qu'avec l'agence que j'ai créée avec 2 de mes associés, on s'est dit on va créer une agence pour faire la promotion du sport au féminin. Ça s'appelle LGA Sport, pour Ladies Are Just Amazing. Et on s'est rendu compte très vite en fait qu'on a cru que ça allait fonctionner un peu naïvement comme dans le sport au masculin. Très vite, on a pris des portes dans tous les sens parce que notre objectif, c'était d'inciter les entreprises à sponsoriser de manière individuelle des sportives à fort potentiel, à hauteur de 5 ou 10 000 euros par an, pour que ces filles-là n'aient plus à s'inquiéter d'aller faire un petit job alimentaire, mais qu'elles puissent s'entraîner sereinement. On s'est vite rendu compte en fait que ce n'était pas possible et qu'on avait très peu de personnes qui étaient prêtes à prendre ce risque parce qu'elles se rendaient compte que en termes de visibilité, ce n'était pas forcément assez intéressant. C'est pour ça que cette année, pendant le confinement, avec l'entreprise, on a décidé, et c'est pour ça que ça me fait un peu réfléchir par rapport à ce que Béatrice vient de proposer, on a créé un fonds de dotation qui est destiné à l'investissement pour les sportifs de haut niveau. Nous, ce qu'on propose en fait, c'est d'expliquer à nos mécènes que chaque sportive, de manière générale, dans sa globalité, elle a développé un double projet avec des compétences, puisqu'elle ne vivra pas toute sa vie de sa pratique. Moi, je suis diplômée d'une école de commerce. Ma sœur jumelle, qui est sportive de niveau aussi, elle est ostéopathe. Dans mon équipe, j'ai des kinés, j'ai des profs, j'ai un petit peu de tout. Et donc, chacune, elles peuvent revendiquer une compétence en plus du fait d'être sportive de haut niveau. Et ces compétences-là ne sont pas mises à profit parce que souvent, la fille, elle s'entraîne, elle ne peut pas préparer l'après-carrière, elle ne peut pas aller solliciter des entreprises. Alors, ce que nous, on propose avec le fonds de dotation, c'est de dire à des entreprises d'investir à nos côtés, de faire des dons. Et le fonds va permettre de rémunérer à un taux horaire qui est assez intéressant la sportive pour qu'elle puisse utiliser ses compétences à profit de publics qui en ont besoin, comme dans des associations. Donc là, par exemple, sur le mois de juin, on bosse sur un projet où j'ai 2 joueuses de mon équipe, une qui est chef cuisseau et qui rate un match sur 2 parce que le dimanche, elle ouvre, une autre qui est coach sportif et qui rate des entraînements parce que parfois, elle a des cours à donner. Elles interviennent dans une structure avec des polyhandicapés où elles font cours de cuisine et cours de sport. C'est le fonds qui les rémunère. Et elles, à la fois, elles ont utilisé leurs compétences pour les personnes qui en ont besoin et elles sont rémunérées sans se dire, punaise, je vais devoir me chercher un job en plus, et on s'adapte à leurs horaires. Alors ça, c'est un exemple que nous, on a mis en place à notre échelle. Mais si on prend de la hauteur en rejoignant un petit peu ce que disait Béatrice, ça s'applique à n'importe quel sportif parce qu'on ne bosse pas qu'avec des joueuses de rugby. Et toutes, elles peuvent apporter. Et les entreprises ont tout intérêt à s'associer à ça. Parce que s'associer à l'image du sport féminin, c'est pas juste s'associer à la performance dans le sport. C'est s'associer à des profils de jeunes femmes ou de vieilles femmes, comme moi par exemple, parce que je suis en fin de carrière, qui sont capables justement d'alterner entre ce qui se passe sur le terrain et ce qu'elles vont devoir mener de front dans leur vie. Et je pense qu'il y a un vrai levier intéressant pour les entreprises de pouvoir s'associer à ça, que ce soit d'un point de vue micro, chacun dans sa région, dans sa ville, ou en prenant un peu plus de hauteur sur des investissements plus intéressants. Mais quand les investisseurs et les annonceurs auront compris l'intérêt qu'il y a, le potentiel qu'on peut avoir à aller mettre des billes dans ces magnifiques parcours qui peuvent tous exister dans les différents sports qu'on représente, mais je pense qu'on aura plus de monde qui viendra frapper au portillon. Et comme les médias ne sont pas au rendez-vous, c'est à nous pour l'instant de prendre notre bâton de pèlerin et de convaincre. Malheureusement, on perd du temps, mais c'est à nous de le faire. Parce que je pense que derrière ça, il y a vraiment des leviers à activer qui vont être bénéfiques pour tout le monde, pour les différents acteurs. Enfin, moi, je le vois à notre petite échelle, tout le monde s'y retrouve. Les sportives, les publics pour lesquels elles interviennent et les entreprises qui nous accompagnent. Alors, c'était parfait, c'était un vibrant témoignage. Et pour... Comment c'était lancé là non, mais c'est difficile de passer après. Juste, je me permets juste de venir ajouter un élément qui va aussi dans votre sens en termes de médiatisation. La web série qui avait été développée plus tard Nana était une parfaite illustration de toute la complexité du sujet et de tous les éléments qu'il pouvait y avoir, mais également était un vecteur de ce qui était le rugby à Lille. Merci. Et c'était aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Et au final, enfin, ça c'est ma conviction personnelle, mais ça ne m'intéresse pas grand monde, mais j'ai trouvé que cette mini-série de 10 épisodes faisait plus presque que tous les discours ou déclarations de politique générale parce qu'elle parlait au plus grand nombre et elle faisait réellement comprendre ce qu'était la réalité du terrain et la réalité de vos vies et de vos carrières. Et juste pour rebondir, excuse-moi Carole, sur cette série, ce qui est, c'est que cette série donc qui a suivi notre équipe pendant
elle a obtenu le prix du public au festival de Luchon. Pour dire à quel point, quand on informe les gens sur ce qui peut se passer dans le sport au féminin, ils ont un intérêt en fait et ça leur plaît et ils sont touchés par ce qui est mis en avant. Quel meilleur exemple on peut avoir que ça pourtant, ça n'était qu'une petite équipe de rugby dans le nord de la France face à plein d'autres beaux parcours dans d'autres thématiques. Mais le prix du public, il est revenu au sport au féminin au final. C'est effectivement quelque chose qu'il fallait souligner. Cyril, quelles sont pour vous les priorités Ouais. Moi, je pense que, alors, à la fois, je rejoins ce que disait Béatrice sur le fait que dans l'air du temps, il y avait le fait de la question des inégalités hommes-femmes qui était de plus en plus insupportable à beaucoup de monde et qui, voilà, où on voit qu'il se passe des choses, en tout cas culturellement, même s'il y a un travail encore énorme à faire. Et ça, je suis d'accord avec ça. À mon avis, il y a une deuxième opportunité dans le même temps et qui peut aller dans ce sens-là aussi. C'est la question, pour moi, que la crise a souligné le besoin de régulation dans le sport de haut niveau. Par ailleurs. Et là-dessus, je pense que, alors effectivement, on peut dire c'est surtout le foot, mais c'est pas aussi simple que ça. En tout cas, on a bien vu qu'un sport qui est dépendant autant des droits télé, des transferts, etc. C'est un sport aussi qui est extrêmement fragile et dont des entreprises dont on avait l'impression qu'elles étaient complètement voilà florissantes, extrêmement solides et tout ça, sont en fait extrêmement fragiles. Et moi, je pense que là, du coup, il y a un double enjeu sur cette régulation-là. Et alors, je vais bien préciser dès le départ, moi, j'ai jamais considéré que le sport au féminin devait être plus vertueux que le sport masculin. Parce que ça peut être quelque chose qu'on entend parfois. C'est bien, ces sportives, elles sont pas trop payées, donc c'est pas les mêmes dérives qu'au foot. Alors, c'est pas du tout mon propos. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que les dérives qui ont emmené au salaire délirant dans le football masculin, je pense qu'il faut en tirer des leçons et qu'il faut savoir être aussi innovant là-dessus. Et je pense que ça concerne tout le sport, masculin, féminin, mais peut-être que le sport au féminin a une carte à jouer là-dessus en étant plus innovant plus vite, quoi. En gros, sur les formes de régulation, les formes de solidarité entre clubs, pourquoi pas entre disciplines, la question de comment on forme effectivement les sportives et les sportifs, mais voilà, et comment on protège ces personnes-là et on leur permet d'avoir une carrière qui, voilà, quand elle se termine pas en drame social aussi, parce qu'elles ont préparé la suite. Donc, pour moi, il y a vraiment là-dessus plein de choses à creuser et surtout les chantiers sur la régulation. Voilà, que nous au centre, au CDES, on appelle de nos voeux depuis longtemps et on pense qu'il en faut davantage en tout cas. Je pense que la place des inégalités hommes-femmes, elle est prépondérante parce que c'est vraiment là que peuvent se jouer des choses. Et puis, y compris, on peut aussi envisager des formes de solidarité financière entre les parties masculines des sports et les parties féminines. Voilà. Et je pense que voilà, là-dessus, les contrastes qu'on peut évoquer ou qu'on peut revoir à chaque fois qu'on s'intéresse à ces questions-là, comme sur d'autres sujets, il faut aussi aller chercher l'argent là où il y en a, entre guillemets. Et en l'occurrence, voilà, aussi du coup du côté masculin, à mon avis. Si on bascule sur les différentes questions, il y a beaucoup de questions. Alors, je vais essayer d'essayer de toutes les traiter et d'apporter, enfin, que les intervenants apportent toutes les réponses à vos questions. Il y en a notamment une qui reprend l'expression de locomotive modèle dans chaque championnat féminin, football, rugby, handball. Est-ce qu'il ne serait pas le moment de créer un modèle économique propre au sport féminin en s'appuyant sur des indicateurs de performance économique des clubs performants? Ce qui me semble être un modèle économique propre, un vœu que vous appelez régulièrement au CDES, si ma mémoire est bonne. Alors, c'était le modèle économique propre, c'est-à-dire un modèle économique sain ou propre au sens de propre à ces clubs-là? Je suis pas sûr d'avoir compris la question du coup. Je pense que c'était un modèle économique différent, différent de celui des hommes. Ça marche. Effectivement, moi je pense que ça peut, en tout cas, c'est certainement l'occasion quelque part de se poser ces questions-là. Après, dire ça, c'est évidemment pas avoir les solutions non plus. Et une des difficultés qu'on peut avoir quand on regarde les différents championnats et les modèles des clubs dominants, c'est que parfois ils sont aussi adossés à des projets très ambitieux
soit de personnes ou de groupes, mais qui du coup sont pas vraiment duplicables dans les autres clubs du même championnat. Pour autant, il y a évidemment à creuser là-dessus, mais une fois de plus, moi je pense que quand on regarde, on en a pu en discuter à plusieurs reprises, le niveau de la question des salaires, des types de contrats pratiqués dans les sports collectifs au moins féminins, enfin, les situations sociales face auxquelles on est, je pense qu'il y a aussi réellement des formes de solidarité à inventer très vite. Et je dis pas que les fédérations ou les clubs n'y pensent pas, hein, au contraire, mais il faut appuyer fort là-dessus, quoi. Parce qu'on est justement dans cet entre-deux là en ce moment, entre une sortie de l'amateurisme, quand je dis en ce moment sur la décennie, entre une forme d'amateurisme et le passage au professionnalisme, mais où on peut aussi se retrouver dans le pire de l'amateurisme avec le pire du professionnalisme. Voilà, typiquement. Et on sait par exemple que dans pas mal de disciplines, on voit arriver des agents de joueuses, y compris qui iraient pas dans le secteur masculin parce qu'ils sont plus les bienvenus, parce qu'ils ont des pratiques douteuses, et qui viennent là commencer voilà, à faire un business pas pour le coup complètement malsain et mal intentionné. Donc il y a, ouais, à mon avis, un rôle de protection collectif à avoir. Et je sais que ce qui m'avait marqué, c'est peut-être plus le cas, mais quand on avait travaillé sur le handball il y a quelques années, j'avais été marqué par la différence de pourcentage sur les joueuses syndiquées à l'union, voilà, des joueuses de hand comparé au côté masculin. Et l'écart était énorme. Et on pouvait le lire à la fois comme un côté, les joueuses se pensaient pas forcément comme des joueuses professionnelles, donc se syndiquaient pas dans leur, voilà. Mais c'était aussi, à mon avis, je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire là-dessus, et y compris qui peut être pensé, à mon avis, en dehors des disciplines. Se dire, voilà, c'est quoi être sportif de haut niveau ou professionnel à l'heure actuelle en France et à l'international, et est-ce qu'il n'y a pas des enjeux communs à défendre et à porter là aussi? Moi, je voudrais juste rajouter, aujourd'hui, moi, de ce que je vois, hein, de ce que j'observe, il ne semble pas que le modèle économique qui est en train, il se construit hein, au fur et à mesure, hein, il ne semble pas qu'il soit radicalement différent de celui des garçons. Hein. Franchement, j'ai l'impression qu'on prend le même chemin. C'est logique pour quelle raison? Parce que la plupart des organisations qui ont le pouvoir de décision sont gouvernées par des hommes. Donc il y a ce regard masculin qui ont participé à construire le modèle masculin, qui construisent aujourd'hui le modèle féminin. Donc on reproduit les mêmes. C'est pour ça que la question, franchement, moi je mets vraiment en numéro 1 de la priorité. C'est pour ça que la question des dirigeantes sportives est fondamentale, tout autant que celle de la médiatisation. Et c'est vrai qu'à un moment donné, eh ben, il va falloir peut-être penser autrement et différemment, et même en termes de méthode. Aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas. 90% des clubs sont présidés par des hommes. Les syndicats dont vous parliez, Cyril, sont tous gouvernés par des hommes. Les organisations représentatives des présidents de clubs sont toutes gouvernées par des hommes. Donc voilà, et donc eh ben, ils reproduisent, ils ont le regard, hein, ce qu'on appelle au cinéma le male gaze, hein, le regard masculin. Donc là, on ne va pas vers un modèle très différent, me semble-t-il, hélas. Mais attention, hein, on n'en est qu'au début, en effet, comme vient de le souligner Cyril, il y a encore beaucoup de chemin à faire sur la construction. Et il y a la question des accords sectoriels, parce que ça aussi, ça va permettre de voir, parce que là, pour le coup, il y a des questions qui sont singulières au statut de femme. La question du droit de maternité, par exemple, hein, qui sont forcément évoquées aujourd'hui dans les accords sectoriels que sont en train de négocier le basket et le handball. La question aussi, ben, on parlait de modèle économique, des salaires, des minima. Est-ce qu'on met des minima ou est-ce qu'on met des maximums? Ben non, ben, bon, moi, a priori, Cyril, je pense que vous les avez vus aussi, ces deux accords sectoriels. Je n'ai pas vu l'apparition d'un salaire plafond qui pourtant, vous voyez, quand on développe une économie, comme je le disais souvent quand j'étais présidente du club de handball à mes joueurs, arrêtez de trop en demander, ne sciez pas les branches sur lesquelles vous êtes assis les uns les autres. Vous croyez que l'économie de votre sport est si important que ça que vous pouvez, que vous avez légitimement, vous pouvez demander des niveaux de salaire comme cela? Non. Donc là, il y a aussi un effort de formation à faire. Si les femmes sont moins syndiquées dans le sport, si elles revendiquent moins des salaires élevés, si elles revendiquent moins le droit à la maternité, etc., c'est parce qu'elles ne sont pas du tout non plus informées de la situation sociale, économique, bref, de leur écosystème dans lequel elles se meuvent.
elles ne connaissent pas la plupart du temps les règles, comment ça fonctionne, etc., les différences entre le rugby, le basket. Elles ne savent pas tout ça. Et donc là, il y a aussi un vrai effort de formation à faire au niveau des sportifs, de les informer. Et je sais par exemple que Mélissa Plaza, hein, qui travaille actuellement sur justement une formation auprès des sportives, et qui pourrait inclure ce genre de thématiques qui est pour moi indispensable, indispensable. Je me permets justement de rebondir sur plusieurs éléments que vous avez donnés. C'était Sarah Oramou dans une interview qui avait fait effectivement qui avait considéré que la féminisation des instances était vraiment l'élément sur lequel il fallait insister parce que c'était ça qui allait véritablement lancer la machine et refaire partir le cercle vertueux et donc transformer cet élément-là. Et ça fait aussi référence à ce que vous disiez, Béatrice. Il y a eu une question qui portait sur les statistiques et les sportifs de haut niveau concernant les questions de maternité, les questions de burn-out, de décrochage scolaire, et ce qui manque aussi, et ce que j'ai pu essayer, enfin, la difficulté à laquelle j'ai pu me heurter dans le cadre de mes recherches, c'est l'absence totale d'informations sur des éléments clés, sur la diffusion, sur l'affluence, sur ou des choses tout à fait pratiques qui concernent la vie de club. Déjà que le sport n'est pas un sujet d'étude presque à part entière et qu'on vous demande régulièrement quel est en fait votre vrai métier, à part regarder des matchs, la question du sport au féminin est encore plus prégnante et donc doit aussi nécessiter un vrai accent qui doit être mis sur cet élément-là, puisque c'est précisément en ayant des données, en ayant des statistiques que l'on arrivera à trouver des bonnes politiques et des bonnes pratiques. Justement, concernant la question des bonnes pratiques, une question a été posée sur on a parlé d'entraide entre clubs, équipes féminines et masculines ou entre disciplines. Je pense qu'un lieu pour partager les bonnes pratiques et les bonnes idées serait bien. Est-ce que cela existe ou faut-il créer ce lieu d'échange? Je ne sais pas si un de vous a la connaissance de cette plateforme. Alors, moi, je ne sais pas si ça existe, mais une chose est sûre, c'est qu'en effet, il y a des connexions qui sont à faire, et à la fois pour peut-être aller chercher les bonnes pratiques et puis se prémunir des mauvaises. Si je prends l'exemple de ma région, dans les Hauts-de-France, je pense que d'un point de vue sport collectif, au féminin, on rassemble quasiment dans tous les sports des clubs dans les meilleures divisions, dans les 2 meilleures divisions nationales. On l'a au rugby, on l'a au foot, on l'a au hand, on l'a au hockey sur gazon, au water-polo, les filles elles sont championnes d'Europe, au ping-pong, au tennis de table, pardon, c'est la même chose. Dans toutes les grandes disciplines, certaines même sont olympiques, on a des clubs dans la région qui sont au meilleur niveau. Moi, à part les quelques joueuses que j'ai croisées parce que je suis engagée par ailleurs dans des assos ou dans des événements sur lesquels je me rends pour mon travail, sinon il n'y a aucun échange. Aucun échange, alors que nous, on a les basketteuses juste à côté de chez nous qui sont professionnelles, qui jouent des Coupes d'Europe, qui pourraient nous renseigner. Il y a, je pense, est-ce que justement, ça rejoint aussi ce que Béatrice disait juste avant, il n'y a pas assez de connaissances. Alors, soit parce que les joueuses ne se rendent pas compte que alors, écosystème, c'est un grand mot. Est-ce qu'il existe vraiment? On n'est même pas sûr, mais de ce qui se passe autour d'elles, de ce qu'il y a à construire et du pouvoir qu'elles peuvent avoir, en fait. Parce que sont nous, les joueuses, les premières actrices. C'est souvent ce que moi j'explique aux petites jeunes de l'équipe quand elles arrivent, qui ont 18 ans et qu'elles découvrent le sport de haut niveau. Elles sont des ambassadrices en permanence. Et en tout cas, c'est vrai que les lieux d'échange, tout doucement, alors, ça commence à venir parce que le sport au féminin grandit, mais on en manque cruellement. Et j'imagine que c'est la même chose dans d'autres régions. Et si on arrivait à agréger tout ça, bah, c'est sûr, en tout cas, on serait plus forts tous ensemble. Ça c'est une première chose. Mais je pense aussi qu'il faut réussir à le faire de manière à ce que ce soit facilitant pour les sportives. Moi, je le vois dans mon quotidien. Même si j'ai envie de m'investir pour la cause, même si j'ai plein de bonne volonté, à un moment donné, ça coince. Ne serait-ce que parce que dans ma journée, il n'y a que 24 heures. Et qu'entre est-ce que je vais m'entraîner, est-ce que je vais chez le kiné, est-ce que je vais passer mon partiel, est-ce que je vais chez mon client, est-ce que le soir je vais répondre, je vais aller dans une asso, je vais réfléchir, je vais aller rencontrer celle du club d'à côté. Il y a des filles qui en fait réfléchissent en termes de priorité parce qu'elles n'ont pas le temps. Et à un moment donné, soit en effet, alors j'ai entendu burn-out, décrochage, ou simplement la joueuse elle explose, elle se blesse. Et on se retrouve en fait, on passe du cercle qui pourrait être vertueux, de l'autre côté plutôt à une spirale négative, et on perd toutes ces forces en puissance qui auraient pu être au contraire des éléments moteurs au sein d'un club, au sein d'une région, au sein de la fédération. Mais je pense que pour l'instant, on n'a pas suffisamment pensé le sport au féminin pour les sportives. Celles qui sont là, c'est bien, elles font le taf. Si elles ne sont pas là, tant pis en fait. Alors que des jeunes femmes
qui ont envie de donner pour leur sport et qui sont présentes et qui pourraient être cette génération qui va nous faire changer de galaxie, elles sont là. Il y en a plein, c'est en train de grandir, c'est en train d'exploser. Mais malgré tout, il faut se rendre compte à quel point c'est difficile à l'heure actuelle de pouvoir en fait jongler entre toutes les casquettes. Et nous, en tout cas, je dis nous, je me prends déjà pour une vieille, enfin, sans dire que les personnes dans les instances dirigeantes le sont, absolument pas. Mais je veux dire, nous qui avons l'expérience, qui ont peut-être un peu essuyé les plâtres, enfin, il y a des gens qui peuvent être là pour impulser les choses. Et malheureusement, je pense qu'on parle d'écosystème, mais il n'y a pas encore d'écosystème. Il n'y a pas d'écosystème. Moi, je vais vous donner peut-être un exemple tout bête. Dans mon équipe, cette année, j'ai une joueuse qui a dit bah, moi, je ne viens plus m'entraîner le mercredi. Il faut que j'aille bosser. Elle bosse dans une grande surface, au drive, le mercredi jusqu'à 21h. Elle ne s'entraîne pas. Alors, elle a fait ça pendant quelques mois, rentrer à 23h chez elle, faire une demi-heure de route, à se dire bon, bah, qu'est-ce que je fais le lendemain? Je suis crevée, est-ce que je vais à l'entraînement? Alors, après, on a cherché avec LGA, on a trouvé un job étudiant qui collait bien avec les horaires. Mais à un moment donné, on est dans ces réflexions-là. Et c'est la réalité de trop de sportives encore actuellement. Et je pense qu'il faut réussir à croiser les forces pour sortir de ça, pour sortir, comme le disait Cyril, du pire de l'amateurisme. Parce que pour beaucoup, c'est une réalité. Et je ne parle même pas des problématiques de grossesse et d'après-retraite, et de préparation de la suite. Ça, on est à des lieux encore d'imaginer ce que c'est quand on arrête la façon dont on peut se retourner en tant que sportive. Mais pendant le confinement, il y a eu des webinaires justement ou des podcasts qui ont été faits ou des lives sur Insta, sur Facebook, par les sportives justement de différentes disciplines et j'ai vu qu'elles se parlaient, j'ai vu qu'il y avait des choses qui se faisaient, les fédérations ont fait aussi des webinaires, etc. pour le partage de bonnes pratiques. Je pense que ce confinement aura au moins favorisé l'usage des nouvelles technologies et ça, en revanche, on en gardera l'habitude. Donc pour vous, c'est quelque chose de plutôt positif sur lequel il va falloir continuer de construire dans l'avenir. Oui, parce que maintenant, on sait qu'on peut se parler en utilisant ces outils-là qu'on utilise assez facilement, soit en les mettant visibles au grand public, soit en faisant qu'entre nous. Mais ça facilite le dialogue et effectivement, parce les sportives, elles sont sur tout le territoire national, c'est compliqué de se voir. On a des déplacements, on vient de le dire, voilà, on n'a pas le temps de se parler ou quand on se voit, c'est pour parler d'autre chose que du boulot, etc. Donc, je pense que les nouvelles technologies et ce confinement aura favorisé au moins ça. Je me permets juste de rajouter un élément avant de laisser la parole à Cyril. Ça, c'était quelque chose qu'on avait pu remarquer dans le cadre d'un rapport qu'on avait réalisé sous l'égide de l'UNESCO sur la féminisation du football et qui expliquait que les nouvelles technologies étaient vraiment propices à développer la pratique parce que si les matchs n'étaient pas diffusés par exemple à la télévision, et ben c'est pas grave, on passait par des Facebook Live, on passait par Twitter, on passait par WhatsApp éventuellement. Et donc il y avait toujours cette volonté de contourner. Il y a un obstacle, soit on s'arrête et on ne fait pas développer, on ne développe pas la pratique, ou soit on cherche à contourner. Donc, ce qui est aussi la confirmation de cette tendance qui était tendance. Cyril, vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, non, c'était juste en 2 mots pour dire aussi que le fait de fonctionner un peu, voilà, sans regarder ce qui se passait dans les autres disciplines ou dans les autres clubs, etc. Pour le coup, c'était pas une spécificité du sport au féminin non plus, et simplement rappeler que le sport il est aussi structuré de telle façon en France qu'on est un peu amené à penser comme ça, et que quelques décennies de fonctionnement comme ça ont fait que ça, pour le coup, ce sont des habitudes qui sont très difficiles à chaque fois qu'on a des sujets là-dessus, de sortir de ces cloisonnements-là, alors que là, pour le coup, effectivement, il y aurait d'autant plus intérêt à le faire, je pense. J'ai beaucoup de questions qui arrivent sur le chat, avec notamment la question alors je vais peut-être en prendre plusieurs qui concernent la question de la mixité et notamment le fait d'associer compétition féminine et masculine, avec l'exemple des Jeux Olympiques et Paralympiques qui est notamment cité. Et donc la formulation est faite de pourquoi ne pas créer un championnat qui reprendrait à la fois ces deux compétitions, masculines et féminines. Et comme ça permettrait aussi de diffuser plus largement les matchs, l'information, de savoir qu'il y a un championnat de rugby d'élite 1 qui existe et qui a lieu tous les week-ends. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je vais bien répondre parce que ça, c'est la question tarte à la crème qu'on vous pose tout le temps et de plus en plus à la fin en général. Alors, je pense que demain, il y aura des équipes mixtes. Quand je dis demain, c'est un demain très lointain. Dans toutes les disciplines, il y aura des équipes mixtes. Comme ça commence à se faire en athlétisme, là, on voit les relais qui commencent. Et d'ailleurs,
pour les avoir vus pour la première fois quand c'est passé à la télévision. Il y en a qui ont critiqué, disant ah, mais c'est pas bien quand l'homme il court contre la femme, l'homme il lui met je sais pas combien de mètres devant. On voit, ça fait apparaître trop la faiblesse de la femme. Il n'y a pas encore assez d'égalité dans l'effort physique pour qu'on les mette ensemble. Moi, j'ai trouvé ça tellement génial, j'étais tellement émue que j'ai une larme qui a coulé sur ma joue, même si la différence de performance était importante, parce que pour moi, l'essentiel n'est pas là. Alors, je pense que demain, le sport se fera en mixité ou pas. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour imposer la mixité à tout prix. Pendant un siècle, les hommes ont joué entre eux. On a le droit, nous aussi, si on souhaite, de jouer entre nous. Donc, voilà, moi, je ne me verrais pas jouer au handball aujourd'hui pour mon plaisir avec des garçons. Moi, je me suis éclatée avec mes bandes de copines pendant 15 ans à faire du handball. J'aurais vraiment pas eu envie qu'il y ait des garçons avec nous. Voilà, je le dis très clairement, et parce que j'y étais certainement pas habituée. Donc, je pense que la mixité ne doit pas être un objectif en soi. La mixité, c'est un outil. C'est un outil pour faire effectivement accepter et qu'on s'accepte les uns les autres malgré nos différences. Mais pour moi, ça ne doit absolument pas être une fin en soi. Et dans tout, que ce soit dans le jeu ou que ce soit également dans les formations qu'on met en place, par exemple pour les femmes dirigeantes ou la maison du handball, on fait des formations non mixtes. On a été critiqué au départ quand on a mis ça en place. J'ai expliqué, et vous savez que l'exemple que l'on donne toujours pour expliquer le plus rapide, c'est de dire quand des syndicalistes se réunissent pour parler entre eux, ils n'y invitent pas le patron, ils n'y invitent pas le MEDEF. Il y a des moments où, en effet, on a des choses à se dire et on a besoin d'être entre nous. C'est pareil pour la question raciale, c'est pareil pour la question également de l'homosexualité, c'est pour toutes les questions. Il y a des moments, certaines populations ont besoin de se retrouver ensemble. Et quand on me dit, ah ouais, non, mais c'est du communautarisme, bah, alors oui, c'est du communautarisme peut-être, peu importe, c'est un mot qui a été inventé par je ne sais pas qui d'ailleurs, ce n'est pas un concept sociologique en tout cas, mais alors les hommes ont fait du communautarisme depuis des siècles. On ne l'a pas nommé ainsi, mais ça en était. Donc moi, je ne pense qu'il ne faut pas forcer. La mixité arrivera progressivement et demain, chacun fera le sport qu'il souhaitera, avec des hommes, avec des femmes, qu'avec des hommes ou qu'avec des femmes, peu importe. L'essentiel, très sincèrement, c'est que les gens, qu'ils soient hommes, femmes, homo, pas homo, noirs, blancs, croyants, pas croyants, petits, grands, forts, l'essentiel, c'est qu'ils fassent du sport pour s'éclater et se faire plaisir. Et si après, ils veulent en faire pour gagner, pas de problème, parce qu'on peut aussi se faire plaisir en gagnant. Donc voilà, mais pour moi, la question de la mixité, je ne veux pas… Vous savez, il y a cette tendance, tous les plans de féminisation se transforment en plans de mixité. Bah ouais, du coup, le mot femme, le mot féminisation n'apparaît pas. Allez, on est encore invisibilisé. Nous, à la Fédération française de handball, on s'est battu. Moi, je souhaite qu'il persiste un plan de féminisation. La mixité, c'est beaucoup trop tôt. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas un objectif. C'est un outil pour effectivement nous permettre de mieux vivre ensemble. Mais ça ne doit pas être une fin en soi. Ça, c'est mon opinion. Laura, Cyril, vous voulez réagir? Alors, est-ce que la question portait uniquement sur la mixité du sport en lui-même ou est-ce que, moi j'avais plutôt compris sur peut-être la mixité en termes d'organisation et d'un point de vue peut-être des structures et de la structuration. En effet, d'un point de vue rugby, je le vois peut-être encore moins bien nous jouer contre des hommes. Donc clairement, j'ai beau aller à la muscu 3 fois par semaine, je pense qu'à un moment donné, je ne fais plus le poids. Même si les pratiques du rugby à toucher se développent et ce sont des équipes complètement mixtes. Donc, nous, on a une section dans notre club, ça se passe très très bien, c'est génial. Tout le monde s'éclate et après on fait la troisième mi-temps comme quand il y a du plaquage. Mais j'imaginais ça plutôt en termes de est-ce qu'on n'arriverait pas à construire, telle que la question a été posée, les championnats de façon à ce que les hommes, enfin les femmes puissent s'appuyer pour l'instant des bénéfices en fait des sports au féminin. C'est vrai que dans le monde du rugby, on a tendance, voilà, la façon dont ça s'organise, c'est qu'on a une équipe élite, une équipe première chez les garçons et une équipe réserve. Et l'équipe réserve se déplace en même temps que l'équipe première. Et souvent, l'équipe réserve joue à 13h et les garçons à 15h. Ils sont ensemble, ils jouent en même temps. Donc, souvent, les spectateurs viennent au stade pour voir 2 matchs. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir, je ne sais pas si c'est une solution ou pas, hein, mais qu'à la place d'avoir une équipe réserve, il y a l'équipe féminine et qui se déplace, alors qui joue en premier, qui joue devant, bon ça c'est d'autres problématiques, mais de ce fait, en fait, le club en se déplaçant, il a un pouvoir plus important parce qu'il se déplace avec ses 2 équipes, l'équipe féminine, l'équipe masculine. Elle joue un championnat qui, du coup, doit être le même, puisqu'il faut avoir les mêmes équipes dans les mêmes poules.
Nous, par exemple, à l'heure actuelle, c'est compliqué. On n'a pas le Stade Toulousain garçon a une équipe féminine. Nous, à Villeneuve-d'Ascq, nos garçons ne jouent pas au même niveau que le Stade Toulousain garçon. Mais en tout cas, peut-être, la question était peut-être dans ce sens-là, peut-être qu'elle était posée. Et je pense que oui, ça peut avoir certains intérêts parce que quand vous jouez, vous êtes une équipe féminine et qu'on vous donne l'occasion d'aller jouer au Stade Ernest Vallon en ouverture avant un match de top 14, malgré tout, même s'il y a des gens qui viennent au stade et qui ne vous regardent pas du tout et que la moitié du stade est vide et que ça résonne, malgré tout, petit à petit, ça vous donne une visibilité que vous n'avez pas quand vous jouez sur le terrain, qu'il n'y a qu'une main courante avec les taupinières entre deux et que personne n'est au courant de ce qui se passe. Donc je pense qu'on peut peut-être réussir la mixité va réussir à avoir la structuration parfaitement complète pour que ça fonctionne, très compliqué, mais il y a peut-être parfois des connivences à aller chercher sans que ça tombe dans le juste les filles on les met en baissé de rideau, comme ça, à part ceux qui sont restés boire des bières à la buvette, il n'y a plus personne. Non, c'est pas ça. Mais peut-être qu'en effet, les clubs qui ont ce pouvoir, qui ont cette visibilité, peuvent réussir en fait à faire drainer plus de monde sur leur féminine. Et je pense que ça, ne serait-ce que dans les clubs, il n'y a pas encore assez de travail autour de ça. Ça se fait, Laura. Ça se fait. Moi, tu vois, moi, je l'ai fait quand j'étais présidente d'Ivry. On a fait des matchs avec des filles. C'était ici, Paris, qui jouaient. On jouait tous les deux d'ailleurs contre Nîmes. Nous chez les garçons contre Nîmes et elles contre les filles contre Nîmes. C'était deux clubs différents, Nîmes. Hein. C'était pas le même club. Et ben, on s'est mis d'accord ensemble et on a fait le match ensemble à Charpie. Ils ont joué avant, nous avons joué après. On a mutualisé le VIP, on a partagé les recettes. Enfin voilà, on a fait tout ensemble. Et ça s'est fait il n'y a pas très longtemps aussi. Au handball, ça se fait quand c'est possible. Franchement, on essaye de le faire. Mais ce n'est pas assez systématisé. Mais là aussi, ça fait aussi référence à ce qui était posé, à savoir, est-ce que cette bonne pratique dans le handball peut être partagée dans d'autres sports? Alors évidemment en fonction de la possibilité, mais c'est aussi ce bouillonnement d'idées qui peut être intéressant pour justement venir développer de nouvelles pratiques et une nouvelle visibilité. Je voudrais quand même faire aussi une précision sur l'histoire des deux équipes féminines et masculines dans un même club. Parce que là aussi, attention, ça dépend à quel niveau on évolue. Aujourd'hui, pour moi, il est impossible d'avoir deux équipes de très haut niveau, hommes et femmes, dans un seul et même club. Ou alors, il faut avoir les finances qu'ont les clubs de football. Voilà. Oui, au foot, c'est possible. Nous, au handball, dans les années 80, c'était ça. Et puis, quand le professionnalisme est arrivé à la fin des années 80, début des années 90 chez les hommes, eh ben, il a fallu faire un choix dans certains clubs. Et les choix, ils ont été faits au détriment des filles dans tous les clubs. Dans la région francilienne, il y avait 3-4 clubs où il y avait de haut niveau, hommes et femmes. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, et aujourd'hui, au handball, c'est très clair, il y a des clubs spécifiquement masculins et des clubs spécifiquement féminins. Parce qu'à un niveau, on arrive à des besoins de masse salariale qui font qu'on peut. Voilà. Et c'est pour ça que la Ligue nationale de volleyball, c'est une question aussi très importante. Il y a les hommes et les femmes. Est-ce que c'était réellement un bon choix? J'en doute. Parce que ce sont deux économies fragiles qui se sont mises ensemble. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon choix. Justement, sur les questions, la transition est parfaite, sur les questions d'économie, une question qui avait été posée, justement, quitte à tout remettre à plat, ne serait-il peut-être pas temps de penser à un autre modèle? Et ça revient aussi sur ce que vous disiez, Béatrice et Cyril, avec potentiellement l'émergence de ligues fermées, voire semi-fermées au niveau européen. C'est un peu le serpent de mer qu'on entend dans le sport depuis quelques dizaines d'années, voire même plus. Est-ce que dans ce cadre-là, ça pourrait être une possibilité? Pardon, Béatrice, vous vouliez peut-être réagir? Vas-y, Cyril. Allez-y, pardon. Oui, merci, je préfère. Merci. Non, effectivement, alors la question des ligues fermées, effectivement, serpent de mer, s'il en est. Là où c'est un sujet intéressant pour le sport au féminin aussi, c'est pour avoir discuté parfois avec des diffuseurs de sport. Et ils disent, là où on a parfois des doutes sur l'hétérogénéité des championnats, le fait que on va évoluer dans des salles pas top, etc. Ils disent, si nous, on nous propose une ligue fermée européenne avec les meilleurs clubs de basket, de hand, de foot, etc., là, ça nous intéresse vraiment parce que voilà, on aura les meilleurs clubs, les plus structurés, les meilleures joueuses, etc., etc. Et un des avantages des ligues fermées, quoi qu'on en pense, c'est que la régulation, elle est autrement plus efficace que dans le système des ligues ouvertes. Enfin, voilà, on va pas lancer ce débat-là, mais il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis sur le fonctionnement de toutes les ligues fermées. Ils prennent des décisions
qui pour le coup passerait jamais diplomatiquement parlant, etc. en France, mais c'est la régulation. L'important, c'est de faire vivre le produit qui est collectif et voilà. Et tout le monde se tient à carreau et respecte ça, quoi. Donc, il y a vraiment ce sujet-là qui se pose régulièrement et qu'on pourrait poser, et à mon avis qu'il faut pouvoir discuter. Enfin, je pense pas qu'il y ait tabou forcément à avoir là-dessus sur le sport au féminin, sachant qu'après, et sans rentrer dans un autre débat, mais effectivement, c'est culturellement, est-ce qu'en Europe, on est prêt à suivre des ligues fermées? Moi, j'ai tendance à penser que non, mais il faudrait le détailler, mais c'est vrai que c'est une vraie problématique. Mais je pense que on aurait tort de balayer ça d'un revers de la main parce que il y a des vrais enjeux qui pourraient se poser et effectivement, notamment en termes de régulation, ça serait peut-être un des moyens les plus efficaces aussi. Après, ça veut dire que la question de la continuité entre le sport de masse et le sport de haut niveau, elle est fortement posée. Enfin, on connaît, enfin voilà, toutes les limites de ces modèles-là, mais c'est ouais. Il y a des pistes à creuser là-dessus quand même, je pense. Justement, il y a une intervention qui est arrivée qui pose la question de à quand les états généraux du sport féminin avec un travail par commission. Je pense qu'on ne peut que la souhaiter à bien des égards, en plus du travail qui est déjà fait sur différents éléments. J'ai deux questions qui sont intéressantes, notamment concernant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, à la fois sur 2024, la question est est-ce que le budget alloué aux Jeux de 2024 peut permettre d'encourager, de soutenir le sport au féminin à venir par des programmes spécifiques? Première question. Et deuxième question, notamment concernant vous, Laura, et vous, Béatrice, avec le report des Jeux de 2020, est-ce que pour vous, ça va aussi avoir un impact sur votre sport? Notamment, je pense, alors, ce qui est pas le rugby à 7 étant leur deuxième édition, donc c'est des petits nouveaux du programme olympique, mais là encore, ça peut aussi avoir des conséquences. Donc, si vous voulez répondre sur ces éléments-là. Alors, très brièvement, par rapport aux Jeux Olympiques sur le rugby en lui-même, en effet, le rugby à 15 n'est pas olympique, mais le rugby est olympique depuis les Jeux de Rio. Nous, c'est pas compliqué. En fait, la saison prochaine, on aura donc les JO l'été 2021 avec le rugby à 7. Et en septembre, on embraye avec la Coupe du Monde de rugby à 15. Donc, ça pose une vraie problématique pour les joueuses internationales qui, pour certaines, avaient prévu de doubler, de pouvoir faire en 2020 le rugby à 7 et en 2021 le rugby à 15, d'être sur les deux tableaux, parce que c'est souvent ce qui se passe, les meilleurs sont capables de doubler, le sport est différent, mais bref, les meilleurs peuvent doubler. Bon, la personne s'est posé la question, on a déplacé, et puis chacune va se débrouiller. Il y a donc des joueuses, certaines se sont déjà positionnées en disant je renonce à mes sélections en rugby à 7, je prends ma retraite de ce côté-là, je me consacre au 15, parce que ça va être trop difficile pour moi d'avoir une préparation JO, de faire du rugby à 7 toute la saison, de ne pas faire de rugby à 15 ou beaucoup moins. Ça devient des problématiques qui étaient vraiment difficiles. Et donc, du coup, il y a des joueuses qui font des choix. Quoi qu'il arrive, en tout cas, pour la Fédé, c'était déjà un sac de nœuds au départ entre rugby à 7 et rugby à 15. Là, la saison 2021 va vraiment être encore plus difficile à gérer sur ces problématiques-là, parce qu'il faut se rendre compte en fait que il y a des compétitions à part de rugby à 7 à travers toute la planète, il y a le rugby à 15 et entre deux, il y a des joueuses qui se retrouvent entre leurs championnats nationaux et les compétitions internationales. Donc je ne sais pas comment encore ça va être géré, mais en tout cas c'est sûr qu'on va avoir des problématiques par rapport à ça. Malgré tout, j'espère juste qu'au final, ce n'est pas les joueuses qui vont en pâtir le plus, parce que généralement, dans les doubles ou elles triplent les compétitions, ça finit par péter dans tous les sens, il y a des filles qui se blessent. Mais c'est une question qui n'est pas élucidée en fait. Je me demande s'ils vont faire des doublons. Et ça pose une autre problématique aussi d'un point de vue, et là c'est plutôt ma casquette de consultante qui parle, c'est est-ce qu'on prépare à fond le rugby à 7, les JO, et qu'on met peut-être les figures iconiques, les meilleures joueuses sur cette préparation, et par exemple on les met au repos sur le tournoi destination, ce qui fait que la compétition est moins intéressante, ce qui fait que peut-être que les matchs vont être moins vendeurs avec moins d'audience, ou est-ce qu'on fait jouer toutes les joueuses sur toutes les compétitions et advienne que pourra. Donc on a cette vraie problématique, nous, l'année 2021, avec ces JO et cette Coupe du Monde très rapprochée. C'est un peu inédit et j'avoue qu'on ne sait pas trop comment ça va être géré sur toute la saison. Béatrice? Non, nous, en handball, écoutez, c'est en train d'être discuté. Le championnat n'est pas encore calé l'année prochaine. On est tous un peu dans l'incertitude. On n'est pas aussi sous le risque que
que la Covid reprenne cet hiver. Donc, bon, nous, ça ne change pas grand-chose, qu'on soit sur cette année ou l'année suivante. Ça change pour certaines handballeuses, ça c'est sûr, parce qu'un an de plus, elles ne seront pas parties peut-être de l'équipe, alors qu'elles auraient pu en faire partie là. Écoutez, ça leur laisse. Nous, on est qualifiés, en tout cas chez les filles, hein, donc on n'a pas de TQO. C'est plus chez les garçons que ça va poser un souci en termes de saison, tout ça. Et la première question, je ne me souviens plus. La première question était concernant les Jeux 2020, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Est-ce qu'un budget était alloué spécifiquement pour encourager et soutenir le sport au féminin? I don't know. Je l'espère. J'espère qu'il y aura quelque chose, mais pour l'instant, je suis incapable de répondre. Même si notons qu'il y a quand même une amélioration considérable en termes de représentativité des sportives au sein des différentes nations. Et de mémoire, je crois que vous avez fait votre thèse, dessus, Béatrice, avec vous n'aviez pas fait une modélisation de la répartition 50%? Ah oui, ça c'était dans mon mémoire de DEA. Ah pardon. D'ailleurs, je me suis trompée de quelques décennies, ce qui prouve qu'on a été beaucoup plus vite que la tendance qu'il y avait dans les années 50, 60, 70, 80, parce que moi, mes tendances, je les avais faites et on aurait dû avoir l'égalité en 2050 et on va y arriver en 2021. Est-ce qu'on ne terminerait pas ce séminaire sur cette touche positive et encourageante? Ça me semble être plutôt une bonne solution. Je suis vraiment désolée pour l'ensemble des personnes qui ont posé d'autres questions. On essaiera évidemment d'y répondre dans les prochaines éditions de cette visioconférence que j'espère pouvoir reproposer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour continuer à suivre ce sujet. Comme vous l'avez chacun et chacune dit, c'est un sujet qui, d'une part, est complexe, avec polymorphe, et qui donc nécessite aussi de revenir sur différents sujets. Je vais vous remercier tous les trois pour vos interventions, pour vos remarques, commentaires. Vous étiez plutôt tous d'accord, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est avec des divergences sur certains point de vue. Je remercie également l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Petite précision qu'on m'a demandé de donner, cette vidéo sera disponible dans les prochains jours sur le site de l'IRIS, donc si vous voulez la revisionner, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et espérons que les différentes propositions qui ont été faites aujourd'hui puissent trouver un écho concret dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour aller dans cette direction-là. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à vous.